On dit la guerre est finie, vous pouvez rentrer chez vous. Ils arrivent dans le couloir dit humanitaire, ils sont pris au piège et massacrés. Mhm. Alors, on est là en face des crimes de guerre, vous l'avez dit, d'entrée de jeu. Mais qu'est-ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, 25 ans après, le dossier apparemment n'avance plus? Justement, Christian, je voudrais d'abord souligner le fait qu'il y a concomitance des deux, ah, des deux massacres, les disparitions du beach de Brazzaville et ces cas de Mazanunga, parce que ça se fait entre le mois de mai 99 et décembre 99. Et c'est pendant cette période, il y avait comme une politique établie, planifiée, organisée d'exécuter une catégorie de la population, qu'on présentait comme des ninjas, parce que le prétexte concernant les disparus, on disait, ce sont certainement des ninjas qui entraient par le beach de Brazzaville. Et ici, c'est des populations congolaises qui voulaient repartir sur Brazzaville, des civils. Hein. Fait qu'ici, il s'agit des civils désarmés, non désarmés, qui n'ont pas combattu, qu'on a exécutés, qu'on a pris pour des combattants. Même si c'était des combattants, un combattant selon les règles de la guerre, les conventions de Genève, 49, un combattant désarmé ne peut pas être exécuté. Même la guerre a ses limites, hein, même la guerre a ses règles. Mais ici, il s'agit des civils, des gens qui n'étaient pas engagés dans les combats. Et ils ont été massacrés. Femmes, enfants, vieux et jeunes. Vous parliez de cette affaire. Pourquoi cette affaire n'a pas eu la même fortune, la même réputation, la même notoriété que l'affaire des disparus du beach? Les disparus du beach se sont déroulés à Brazzaville. Les disparitions du beach se sont déroulées à Brazzaville. Brazzaville, c'était la nature flagrante de la situation de Brazzaville, les disparitions à Brazzaville, et le nombre de personnes connues, reconnues par tous, ça, c'est ça qui a suscité le plus d'indignation. Mais l'indignation, il n'y a pas de degré dans l'indignation. Il n'y a pas Oui, de et pourtant degré que dans vous le dites l'indignation. parfait, simplement, évidemment, au niveau du beat, parce que c'était visible, comme vous l'avez dit. C'est la Visible, partie émergée, exactement. en fait, de ces crimes. C'était Et visible. puisque ce Voilà, qui s'est voilà. passé en Banzandunga était dans un, disons, un huis clos, La forêt. personne ne Oui, savait ce qui se passait. exactement. Et probablement qu'il y a eu Exactement. même beaucoup plus de morts à ce niveau-là. Exact, exact, exact. Je vous ai parlé du charnier derrière l'inspection primaire et secondaire, mais vers le petit marché du district a été retrouvé un autre charnier où il y avait près d'un manguier, il y avait deux manguiers dans les environs, il y avait des dizaines de corps humains. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur R7 dans ce tout nouveau numéro, Droit de savoir, où je suis en compagnie de Parfait Mokoko. Bonjour, Parfait. Bonjour Christian, merci de m'avoir invité. Merci d'être avec nous sur R7. Vous êtes consultant indépendant, journaliste, président de l'Observatoire congolais des droits de l'homme au CDH Congo-Brazzaville. Votre ONG publié fin 2000, année 2000 bien entendu, le numéro 10 du bulletin d'information Lumière au CDH, dont vous étiez d'ailleurs le directeur de publication. Dans ce numéro, un article était consacré sur la découverte des charniers à Mbanza Ndunga, 25 ans après. Quelle en est donc la suite ou peut-on penser que ces victimes des crimes de guerre, visiblement commanditées par le régime de Brazzaville incarné par Denis Sassou Nguesso, ont été oubliées, c'est ça? Nous sommes ici pour protéger notre pouvoir. Nous, lorsque nous avons brûlé le département du Poul, on ne nous a rien fait. Ils n'ont rien fait, le ciel n'est pas tombé. Nous n'avons pas droit à l'erreur, nous devons protéger notre pouvoir.
Non, je pense que en tant qu'organisation des droits humains, nous avons l'obligation de témoignage. Et en vertu de cette obligation de témoignage, l'OCDH, en fin 2000, avait été alerté par les populations originaires du Mazandunga et sur l'existence de charniers dans le district de Mazandunga. Et à cet effet, l'OCDH avait commis une équipe de ces enquêteurs qui est allée sur place et constater qu'il y avait des ossements humains éparses, hein, de part et d'autre dans la localité. Et nous en sommes arrivés à constater que, en fait, c'était des lieux où étaient enterrées des personnes sommairement exécutées. Et donc, c'est à cet effet que l'OCDH avait publié cette information sur les charniers de Banzandunga. Il n'y en a pas qu'un seul, hein. Je pourrais vous donner les sites de localisation. Il n'y en a pas qu'un seul. Et les charniers de Banzandunga, parce que à force de pluie, à force de ruissellement des eaux de pluie, les ossements des cadavres qu'on avait enterrés, légèrement enterrés pratiquement, ont commencé à émerger, hein, à découvert. Et c'est comme ça que l'on a constaté qu'il y avait vraiment beaucoup de corps, beaucoup de cadavres sous terre. Et l'OCDH avait attiré l'attention des autorités sur cette situation, mais il n'y a eu aucune suite judiciaire, aucune enquête judiciaire. Et cela avait été comme oublié. Mais pour nous, en vertu de l'obligation de témoignage, nous n'avons pas oublié 25 ans après, d'autant plus qu'il s'agit ici de crimes imprescriptibles. En fait, il s'agit de quoi? Les populations en Banzandunga, pour la plupart, étaient venues de Brazzaville après les événements du 18 décembre 98. Chacun se souviendra que les quartiers Bakongo, Makelekele avaient fait l'objet d'une sorte d'expédition punitive de la part des forces dites publiques, en réalité des miliciens Cobra de l'époque. Et cela avait conduit les populations de ces quartiers à aller dans le plus profond du pôle, dans les forêts du pôle, et y compris donc en Banzandunga, la localité, le district de Banzandunga. Et certains déplacés s'étaient cachés même dans la forêt. Le militaire qui avait tué le jeune garçon, c'est lui qui m'interrogeait. Il m'a demandé si les ninjas étaient dans le village. Je lui ai répondu que les ninjas n'étaient plus là. Ils avaient quitté les lieux depuis longtemps. Dis-moi la vérité, répliqua-t-il. C'est la vérité, lui dis-je. Les ninjas avaient déjà quitté les lieux. Pendant que nous discutions avec le militaire, il va engager une balle au canon. Il a tiré en l'air un tir de sommation pour me traumatiser. Quand il avait tiré, l'autre militaire qui était avec mon oncle va se retourner pour me regarder. Ils m'ont vu. Le militaire en question va s'écrier pour dire « Laisse-la, laisse-la, elle est avec nous. Laisse-la tranquille, elle est avec moi. » Il venait vers moi en courant, jusqu'à venir me prendre dans ses mains. Quand il m'a pris dans ses mains, j'ai sursauté, en sorte que je venais de reprendre conscience. Il me dira, qu'est-ce que tu croyais? Qu'il jouait avec toi? Non, il allait te tuer, me dit ce militaire. Pourquoi étais-tu resté derrière moi? J'étais resté récolter un peu de légumes que maman avait plantés. Allons, allons, il allait te tuer. Tu n'as pas vu comment il a tué l'autre garçon? Allons, insista le militaire. Nous étions retournés au marché. Il y avait là des Angolais, disons des soldats étrangers, et les militaires congolais. Alors, nous deux, les Angolais, disons les étrangers et les militaires. Et maintenant, les militaires. Pendant que nous y étions, les militaires venaient enlever les jeunes garçons. Ils venaient les chercher et partaient les tuer juste à côté, non loin du marché. Nous constations que beaucoup de jeunes garçons disparaissaient du village. Quelqu'un nous dira qu'on était en train de venir les chercher et aller les tuer juste à côté, non loin d'ici. À un moment donné, les soldats étrangers, j'ignore si c'était des Angolais, n'étaient plus d'accord de voir massacrer les jeunes civils. Ils sont entrés en contradiction, un échange tendu entre les soldats étrangers
et les Ils ont miliciens de décidé Sassou dans la Nguesso. population, il faut que la Les canne. soldats étrangers vont finalement décider de nous Même déplacer, dans toute le la lot, population du mais village, au risque petit d'être frère Mono, exterminée par Andra ces Bonga, miliciens. moi, nos grande sœur Babonga, et moi, nos caca Dans le lot danseur, de caca ceux qui encore avaient déjà été Babonga, que enlevés et bagatari tués machine, se trouvait mon cadet, l'enfant de chance ma sœur banao, aînée, ou et un babano, autre chikuma, garçon qui babana, vivait avec tagamani, nous dans makuna, le kuna, village. pachikuna. Et juin plutôt 99, la force publique, mais j'appelle en fait les milices Cobra, avait pris le contrôle de toute la localité de Manzanil, tout le district. Donc ils avaient l'impérium, aussi bien militaire qu'administratif et j'allais dire politique, sur la localité. Donc ils avaient le contrôle. Et l'autorité militaire ou policière de l'époque était le premier responsable de tout ce qui allait se passer. Donc nous avons aujourd'hui euh, un cas de justice qui n'a pas encore été rendu. Parce que il y a des endroits où, selon les témoignages des habitants de Casatunga, on parle de 80 personnes qui avaient été enterrées dans un puisard. Ça date de 2000, de l'an 99-2000. Donc, il y a 25 ans. Et donc, ce jour, nous n'avons pas oublié. Nous revenons sur ça parce que nous pensons que ce sont des crimes imprescriptibles et que la justice devrait être rendue pour ces personnes. Alors, vous disiez que vous en aviez informé les autorités du pays, il n'y a pas eu de suite judiciaire. Et tout à l'heure, vous reveniez presque sur les faits. Bon, moi, je vais peut-être conclure que qui ne dit mot consent, ça veut dire qu'ils sont conscients de ce qui s'était passé. Vous parlez des charniers. Et est-ce qu'on peut revenir sur encore les faits que vous ont dit les populations? Comment ça se passait concrètement? Est-ce que c'était des combattants ou des civils en tant que tels qui, comme vous l'avez dit, voulaient rentrer chez eux et qui ont été massacrés? C'était quoi concrètement? Oui. En réalité, juin 1999, il était clair que la force dite publique, composée essentiellement de Cobra, avait pris le contrôle de la localité, comme je l'ai dit. Et c'était le message officiel, c'était de rassurer les populations qu'elles pouvaient rentrer parce que les ninjas avaient été vaincus, je dirais. Donc, ils ne sont plus dans les parages. Et c'est comme cela que les populations ont commencé à sortir de la forêt. Et en revenant, en sortant de forêt, on les entassait à des endroits donnés pour être exécutés purement et simplement. Mais quand on exécute un aussi grand nombre de personnes, on en fait quoi? On les enterre sommairement. On les a enterrés à la sauvette. Pardon, Donc, il parfait. y a, Pardon, parfait. oui, Est-ce que je suis en train de comprendre que, parce que vous avez dit, euh, dans l'apparence, en fait, donc le conflit, comme qui dirait, les violences étaient finies, c'est-à-dire l'opération était finie. Les ninjas, qui seraient donc la cause ou la raison de la présence de ces cobras dans ces milieux, donc n'existaient plus, étaient vaincus, vous l'avez dit. Et donc, un message est envoyé, une information est envoyée, et que les gens peuvent rentrer chez eux parce que tout est maintenant, voilà, pacifié, il y a la paix, vous pouvez rentrer. On avait même parlé, je crois, de couloir humanitaire. Et donc, si j'ai bien compris, c'est à ce moment-là que les civils veulent rentrer chez eux, qu'ils sont pris au piège et massacrés, c'est ça. ça. Exactement, exactement. Ils ont été pris au piège. Finalement, c'était comme un guet-apens. Un guet-apens, ils ont été exécutés. C'est des populations qui étaient encouragées hein, à revenir à Brazzaville parce que il y avait plus de combats, il y avait plus de coups de feu, de grandes détonations, et tout pour rassurer les familles et qui se sont mises à revenir, à retourner à Brazzaville. Mais avant de quitter Mbazabunga, on les a entassés à des endroits donnés et elles ont été exécutées, exécutées, sans Alors raison finalement, officielle. ce n'était plus un couloir humanitaire comme ils en avaient présenté. C'était finalement un couloir de la mort et c'était fait exprès, Exact. intentionnellement. Tout à fait, intentionnel. L'intention de tuer était là. L'intention de tuer était évidente. Donc, on a tué des dizaines et des dizaines de personnes. Et aujourd'hui, et à cette époque même, personne n'en parlait. Les populations de Mazandunga avaient peur d'en parler parce que, il y avait encore la terreur hein, à l'époque. Mais elles ont eu le courage, au moins, d'informer l'OCDH,
d'informer l'OCDH. Et nous avions à l'époque envoyé une mission constituée des membres de l'OCDH. Certains qui connaissent la région et d'autres qui ne sont pas de la région. Et ils sont partis constater les faits. Vous verrez même dans la revue de l'OCDH qu'il avait publié le schéma, hein, le schéma de localisation de ces charniers-là. Et c'est quand les experts enquêteurs de l'OCDH sont partis qu'ils ont constaté et confirmé ce que on nous avait rapporté bien avant. Et nous avons donc écrit aux autorités, attiré leur attention qu'il faut rendre justice à ces gens-là, il faut identifier les victimes, identifier les auteurs aussi. Pour les auteurs, nous savons nous savons qui était responsable, militaire et policier à l'époque, à ce moment-là. Donc, quand on leur dit, en nous disant que nous n'avons pas oublié, les dossiers en justice doivent être ouverts. Si pas au Congo, même à l'extérieur, même à l'extérieur. Oui, oui. Oui. Et donc, vous disiez, le dossier peut être ouvert même à l'étranger ou à l'extérieur. Je reviens sur, est-ce qu'ils vous ont parlé du mot d'exécution? Comment ça se passait? C'était des massacres, tout simplement. C'était pas, on les regroupait à un endroit donné Oui. et on procédait à l'exécution, hein, on fusillait. C'était des fusillades à la rafale, le plus simplement du monde, hein. D'autant que il n'y avait pas un ciblage individuel sur chacune des personnes. C'est des personnes qu'on regroupait et puis on massacrait comme on pouvait tuer des oiseaux. Tous mes parents qui étaient avec moi dans mon village ont péri. Ils ont été tués. Je suis très malheureux. Nous vivons maintenant dans la forêt. Ils nous avaient trouvés ici quand ils sont arrivés. Ils se sont mis à tirer dans tous les sens. Par curiosité, nous avons voulu savoir ce qui se passait. Nous nous sommes rapprochés. Voilà comment ils ont mis la main sur nous. Ils nous ont dit ici, ça tire de partout. Allons vers l'hélicoptère. Quand nous sommes arrivés quelque part, ils nous ont rassemblés, ils nous ont fait asseoir et ont commencé à nous demander de l'argent. Malgré que les parents leur avaient donné tout ce qu'ils avaient comme argent, ils nous ont gardés. Un parmi nous leur a posé la question de savoir qu'avons-nous fait. Ils l'ont abattu sur place. Ils ont incendié la maison. Des gens sont morts dans la maison, calcinés. Nous avons pris la fuite. Comment avez-vous fait pour fuir? Nous avons défoncé la porte et nous avions fui. Vos bourreaux étaient déjà partis ou ils étaient encore là? Non, ils étaient encore là. Ils étaient 10 cobras, balafrés. Et toi, tu t'es aussi brûlé? J'ai eu des brûlures ici et à la tête. Montre voir. Montre la jambe. Dans la maison qui a été incendiée, combien étiez-vous, notamment les membres de votre famille? Maman, la tante Oumba, la tante Ndinga, Dieu veille. Tandou, oui. J'ai pris Tandou en compte. Nous étions 9 de ma famille. 9, une voix off. Et le bébé, vous étiez 10. 900 morts. Maman est morte avec la grossesse. Oui, nous étions au total 10 personnes. Sa maman a été tuée avec une grossesse. Alors, est-ce que vous avez tout de même une idée sur le nombre des victimes? Sur le nombre de victimes, on n'a aucune idée, mais ce que nous savons c'est qu'il s'agit de dizaines de personnes. Il y a un endroit derrière l'inspection, ce qui était à l'époque l'inspection primaire et secondaire, le Oui. bâtiment de l'inspection primaire et secondaire,
En ce lieu, on a eu à tuer 80 personnes. Il y a eu 80 personnes qu'on a tuées à cet endroit, derrière l'inspection primaire et secondaire, de l'enseignement primaire et secondaire. Et Hommes, ça, au moins, femmes, vieillards, oui, adultes. tout confondu, vieillards, enfants, toutes personnes confondues. Là-bas, ne choisit pas. Là-bas, ne choisit pas. Oui, mais ici, Et on donc, est. Moi, ça me rappelle un peu ce qui s'est passé finalement au BIT de Brazzaville, le massacre au BIT de Brazzaville, où évidemment les réfugiés, c'est-à-dire les Congolais qui s'étaient réfugiés en RDC, avaient été rassurés de rentrer à Brazzaville et qu'ils avaient, je crois, voilà, et qu'ils seraient sécurisés. Malheureusement, quand ils sont arrivés au BIT de Brazzaville, on a commencé à les trier et d'autres ont disparu comme ça, d'autres ont été exécutés arbitrairement, c'est ce que nous apprenons. Et certains même, et certaines langues disent que d'autres avaient été enfermés dans des conteneurs vivants et puis jetés dans le fleuve. Bref, ici, on comprend que c'est le même mode opératoire. On demande à la population de rentrer chez elle parce que, disons, j'allais dire les violences, c'est fini, la guerre, entre guillemets, mais même lorsqu'on dit guerre, la guerre, ça veut dire deux armées qui ont le même mode d'action ou de combat, des armées qui ont le même matériel. Mais bref, on dit la guerre est finie, vous pouvez rentrer chez vous. Ils arrivent dans le couloir dit humanitaire, ils sont pris au piège et massacrés. Alors, on est là en face des crimes de guerre, vous l'avez dit, d'entrée de jeu. Mais qu'est-ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, 25 ans après, le dossier apparemment n'avance plus? justement, Christian, je voudrais d'abord souligner le fait qu'il y a concomitance des deux, ah, des deux massacres. Les disparitions du beach de Brazzaville et ces cas de Mazanunga. Parce que ça se fait entre le mois de mai 99 et décembre 99. Et c'est pendant cette période, il y avait comme une politique établie, planifiée, organisée d'exécuter une catégorie de la population, qu'on présentait comme des ninjas, parce que le prétexte concernant les disparus, on disait, ce sont certainement des ninjas qui entraient par le beach de Brazzaville. Et ici, c'est les populations congolaises qui voulaient repartir sur Brazzaville, des civils, hein. Fait qu'ici, il s'agit des civils désarmés, non désarmés, qui n'ont pas combattu, qu'on a exécutés, qu'on a pris pour des combattants. Même si c'était des combattants, un combattant selon les règles de la guerre, les conventions de Genève, 49, un combattant désarmé ne peut pas être exécuté. Même la guerre a ses limites, hein, même la guerre a ses règles. Mais ici, il s'agit des civils, des gens qui n'étaient pas engagés dans les combats. Et ils ont été massacrés. Femmes, enfants, vieux et jeunes. Vous parliez de cette affaire. Pourquoi cette affaire n'a pas eu la même fortune, la même réputation, la même notoriété que l'affaire des disparus du beach? Les disparus du beach se sont déroulés à Brazzaville. Les disparitions du beach se sont déroulées à Brazzaville. Brazzaville, c'était la nature flagrante de la situation de Brazzaville, les disparitions à Brazzaville, et le nombre de personnes connues, reconnues par tous, ça, c'est ça qui a suscité le plus d'indignation. Mais l'indignation, il n'y a pas de degré dans l'indignation. Il n'y a pas Oui, de et pourtant, degré comme dans vous le dites, l'indignation. parfait, simplement, évidemment, au niveau du BIT, parce que c'était visible, comme vous l'avez dit, c'est la Visible, partie émergée, exactement. en fait, de ces crimes. C'était Et visible. puisque ce Voilà, qui s'est voilà. passé en Banzandunga était dans un, disons, un huis clos, La forêt. personne ne savait ce qui se passait. Exactement. Et probablement qu'il y a eu Exactement. même beaucoup plus de morts à ce niveau-là. Exact, exact, exact. Je vous ai parlé du charnier derrière l'inspection primaire et secondaire, mais vers le petit marché du district a été retrouvé un autre charnier où il y avait près d'un manguier, il y avait deux manguiers dans les environs, il y avait des dizaines de corps humains. On pouvait identifier par les crânes, par les crânes. Et ailleurs, ainsi de suite, sur la route de Dimba, derrière la poste, il y avait un puisard. On y a retrouvé des cadavres, des ossements. Et vers le presbytère, donc les logements des prêtres, là-bas également, il y a eu des ossements. Est-ce que c'est ce qui peut expliquer finalement la présence militaire actuellement dans ces zones, la question d'empêcher les populations de s'y rendre? Justement, pendant que nos enquêteurs partaient pour monitorer
vérité. Et comme par hasard, vraiment, c'est pas un hasard, hein, euh, ceci explique cela. À- Devant tous les charniers identifiés, il y avait les militaires. Ils ont même empêché certains de nos enquêteurs d'accéder là-bas, mais bon, nous avons nos techniques à nous pour enquêter et ils ont pu accéder au lieu, au site. Et ça montre que quelque part, l'on reconnaissait qu'il s'est passé des choses euh, pas normales. Il y a eu des violations graves des droits humains, que nous appelons, nous, crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Et ces crimes sont imprescriptibles. Ils peuvent avoir, on peut attendre 100 ans, mais on devra répondre de ces crimes. Évidemment, on devra répondre, le malheur, c'est que ben, c'est tout normal, hein, sa réaction. Quand on pose la question à Denis Sassou Nguesso sur ses crimes, sur ses disparitions, voici ce qu'il répond. Qu'il n'y a pas eu de massacre au BIS, que les disparus sont, pour certains d'entre eux, vivants. On a retrouvé les disparus qui sont sur vos listes de disparus, qui sont vivants. Et il y en a d'autres qui ont trouvé la mort certainement dans la traversée, lorsque quelques ninjas les pourchassaient à travers les forêts, dans la longue marche vers le Bas-Aïr jusqu'à Kinshasa. Les tombes sont dans le Bas-Aïr là-bas. D'autres sont sortis du Congo, sont à l'étranger. Voilà, alors, parfait Moukoko, pour Denis Sassou Nguesso, il n'y a jamais eu disparition, jamais massacre, c'est des gens qui se sont, évadés, d'autres sont allés en exil, voilà, et c'est comme ça qu'il explique ça, et d'autres sont dans la nature. Et ma question qui va suivre, c'est de savoir est-ce qu'il y a possibilité finalement, maintenant que les choses sont assez avancées, de porter plainte, même au niveau des tribunaux internationaux, par exemple. Oui, nous avons de quoi fonder tout argument pour que ces crimes soient jugés à l'extérieur en vertu de d'abord de la nature des crimes et de la compétence universelle des pays, des juridictions nationales, des pays qui ont adhéré à À la à la, Convention. à la, à la Convention contre la torture qui prévoit euh, le- 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 la possibilité d'engager des poursuites sur des cas de crimes graves à l'extérieur. Mais il y a aussi le traité de Rome qui fonde la Cour pénale internationale. Nous pouvons nous fonder sur ça avec les juristes, nos spécialistes et même nos réseaux au niveau international. Nous allons nous organiser parce que jusqu'aujourd'hui, les autorités congolaises ont mis cette affaire sous le boisseau. Cette affaire est ignorée. Personne n'en parle. Mais Mais pourtant, nous à un voulons, moment si nous... donné, j'ai semblé entendre dire que Denis Sassou Nguesso aurait collaboré, euh, il vous aurait même prêté son hélicoptère pour mener des investigations. C'est juste? Oui, laissez-moi sourire, mais l'affaire ne prête pas à sourire, hein. Vraiment, c'est plutôt triste. Cela ne coïncide à aucune réalité. C'est juste l'invention politicienne, hein. Et nous ne faisons pas de politique. Nous ne faisons pas de politique, c'est le plus grossier mensonge. Mais c'est se moquer des vies humaines qui sont fauchées. Et ça aide aussi à comprendre la dynamique qui a présidé, qui a dirigé ces massacres. Et franchement, pour l'OCDH, l'Observatoire congolais des droits de l'homme, je parlais au début du devoir de témoignage et nous témoignerons un jour. Et nous nous engagerons à ce que cette affaire ne passe pas sous silence. Justice devrait être rendue aux victimes. Évidemment, on va donc peut-être terminer. C'est une avant-dernière question. C'est ici juste un rappel à la Commission, bien sûr, des droits de l'homme. C'était, je crois, la 54e session, bien sûr, qui s'était tenue au Palais des Nations à Genève. C'était le mercredi 18 mars 1998. À cette occasion, c'est le ministre Rodolphe Adada qu'on l'appelle, oui, il fut à ce moment-là, à l'époque, ministre des Affaires étrangères du Congo-Brazzaville, qui déclarait devant cette assemblée que le gouvernement congolais était disposé à coopérer avec tout pays et tout pays et toute organisation qui souhaiterait s'informer sur place de la situation réelle du pays et lancer un appel à la communauté internationale afin qu'elle aide à bâtir un ordre nouveau
C'est comme ça qu'il appelait ça. Ça veut dire que le gouvernement congolais, je ne sais pas s'ils ont renoncé finalement, est prêt à collaborer pour mener évidemment des investigations, d'autres enquêtes, pourquoi pas indépendantes, sur ces faits. Ben, ça, c'est du discours, hein, c'est le discours politicien, justement, parce que en 2001, l'OCDH, avec la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme et la Ligue française des droits de l'homme, nous avions déposé plainte euh, en France concernant l'affaire des disparus. Et nous savons tous si le gouvernement congolais collabore. Nous savons tous si le gouvernement congolais collabore. En réalité, il ne collabore pas. Et il y a eu un procès à Brazzaville sur l'affaire des disparus du Beach. Euh, c'est un procès sans le verdict a été rendu, mais on ne connaît pas les auteurs. Il n'y a pas eu de coupable. Ce sexagénaire est mis en examen pour crime contre l'humanité à propos d'une enquête toujours irrésolue, l'affaire des disparus du Beach. 1999. 353 jeunes réfugiés congolais partent en bateau de la République démocratique du Congo direction le Congo-Brazza. Un retour dans leur pays après avoir fui la guerre civile. Une fois accostés au Beach, le principal port de Brazzaville, on ne les retrouvera jamais. Selon des ONG, des policiers les auraient arrêtés pour les interroger avant de disparaître. D'autres sources parlent d'un massacre commis par les hommes du pouvoir. 3 ans plus tard, une enquête est ouverte en France au nom du principe de compétence universelle. Principale personne visée, 15 hauts gradés de l'armée de la police congolaise, dont Norbert Dabira, mais aussi le chef d'État Denis Sassou Nguesso. On a reconnu qu'il y a eu des crimes de disparition, mais il n'y a pas de coupable de disparition. Donc, il n'y a que des victimes. Donc, ils ont disparu comme ça eux-mêmes, voilà. Ils ont disparu, mais on reconnaît qu'il y a disparition, mais il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de responsable, il n'y a pas de coupable. Il n'y a pas eu de massacre de population au beach de Brazzaville, je le redis. Nous retirons à la justice française le droit de se saisir d'une affaire qui est déjà instruite au parquet de Brazzaville. Les 2 magistrats du tribunal de Meaux ne sont pas de cet avis. Ils voulaient une déposition écrite du président congolais et en ont fait la demande auprès de la chancellerie. Mais Sassou Nguesso a quitté la France sans rendre de compte. La parodie de justice, le procès qui s'est déroulé à Brazzaville, était, comment dirais-je, une véritable escroquerie judiciaire. Pourquoi? Parce que toutes les parties civiles n'ont pas été convoquées. Et que par ailleurs, les droits les plus fondamentaux des victimes n'ont pas été respectés. C'est ça les règles des standards internationaux en matière de justice qui doit s'imposer à tous. Et Brazzaville ne l'a pas respecté. Et avec tout ce qu'il y a eu comme difficulté à administrer la justice, nous avons saisi les juridictions françaises en vertu justement de ce que je disais tantôt, de la compétence universelle de ces juridictions, pour se saisir de ce dossier. Et nous sommes encore, le processus est encore en cours, hein, l'affaire est encore pendante devant les tribunaux français. Le 10 janvier 2007, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui avait annulé toute la procédure. Et la Cour d'appel de cassation a dit que cette affaire sera et doit être jugée en France. Et a renvoyé à une autre juridiction, c'est-à-dire la Cour d'appel de Versailles, pour continuer donc l'instruction de cette affaire afin qu'un jour le jugement et les condamnations soient prononcées. Donc, tout ça, c'est pour dire que quand un ministre des Affaires étrangères, devant la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, parle de l'engagement du gouvernement, il faut bien le juger sur les faits. Et les faits sont loin de ce discours, malheureusement, hélas. Malheureusement, puisque depuis 25 ans, rien n'a été fait, et ça prouve à suffisance que c'était des discours politiques, puisqu'après, sur le terrain, rien n'a avancé. Mais il existe aujourd'hui une jurisprudence
Le président russe en fonction, bien sûr, Vladimir Poutine, court un mandat d'arrêt international pour crime de guerre. Nous avons aussi le cas de Benjamin Netanyahou, qui lui aussi court un mandat d'arrêt international pour crime de guerre. Est-ce qu'on peut pas penser finalement, comme on l'a dit tout à l'heure, relancer le dossier au niveau des tribunaux internationaux, pourquoi pas? Question qu'évidemment les responsables de ces crimes au Congo-Brazzaville aussi soient poursuivis. Voilà. Parce qu'avant, on nous disait, bon oui, un chef d'État en fonction, vous savez, il est couvert par l'immunité de... Mais désormais, il y a une jurisprudence. Effectivement, hein, la justice est la même, hein, surtout la justice internationale. Elle est la même. Et je disais tantôt qu'il n'y a pas de degré dans l'indignation. Et en tant qu'organisation de défense des droits humains, nous pensons que euh, nous devons nous organiser avec tous les réseaux dont nous sommes membres pour que les victimes de Mbanzandunga euh, euh, soient identifiées, que les auteurs de ces massacres soient identifiés et punis. Et pour cela, l'Observatoire congolais des droits de l'homme et d'autres organisations de droits humains congolaises et même internationales, parce que c'est d'abord l'affaire du Congo, hein, des Congolais. Ce sont des Congolais qui vont porter plainte à l'extérieur. Et à l'extérieur, nous pourrons recourir, parce que nous sommes membres de réseau, nous pouvons recourir à à nos réseaux internationaux pour que cette affaire soit traitée au niveau international, parce que nous ne sommes pas convaincus que justice sera rendue au niveau du Congo-Brazza sur cette affaire. Les auteurs ou les responsables, du moins, pour encore. Certains sont encore au pouvoir ici. Mais si on saisit, en vertu de plusieurs arguments que nous avons, nous saisissons des juridictions internationales ou d'autres pays, on peut bien les inquiéter. Nous, les professionnels du droit, nous avons posé un principe. Je tiens à le rappeler. Que partout où les crimes seront commis au Congo, nous allons utiliser les moyens de droit pour saisir les juridictions afin que les prétendus criminels soient condamnés. Donc, c'est le principe de l'impunité zéro que nous avons instauré, le collectif des avocats exerçant à Paris. Parce que il faut, pour l'avenir, il faut bien que les crimes soient punis, les crimes soient punis et que, on réduise la répétition de ces cas. Évidemment, pour que justice soit faite, soit rendue, évidemment, soit aux parents des victimes, pourquoi pas. Nous allons donc terminer par cette toute dernière question. Est-ce que vous pensez que ces charniers existent encore? On les a pas peut-être déplacés, détruits, pourquoi pas? Est-ce qu'on peut les retrouver 25 ans après? Maintenant là, on peut les retrouver si les enquêteurs arrivaient sur Après, place. en 2000, nous savons, il y a 25 ans, lorsque nous avions mis cette affaire à découvert, euh, les autorités avaient envoyé euh, des militaires là-bas pour aller nettoyer. Ça a été nettoyé. Mais rien n'a été nettoyé dans la mémoire collective, justement. Dans la mémoire collective, rien n'a été nettoyé. Tout est intact. Et les habitants de Mbanzandunga et les enquêteurs de l'OCDH et nous-mêmes, l'OCDH, en fait, l'OCDH, c'est qui doit répondre de ces affaires. Donc, rien, on peut bien nettoyer, mais nous avons des informations. Et les parents des victimes sont encore là. Ils pourront témoigner également. L'OCDH aussi pourra témoigner. Et ça veut dire que les noms des auteurs, j'allais dire, ou des présumés auteurs sont bien connus, identifiés. Oui, on sait qui était responsable. L'armée, les forces publiques, sont là. Les dates sont connues, les lieux sont connus. Euh, Si le gouvernement, comme l'a dit le ministre Dada, est prêt à collaborer, c'est facile à retrouver. C'est facile à retrouver. En tout cas, c'est pas des fantômes qui étaient là à la tête de ces troupes, de ces escadrons de la mort. Ce n'étaient pas des fantômes. Et en plus, généralement, ce fut des autorités, plutôt des officiers supérieurs, donc des gens aguerris à l'art de la guerre, des gens informés sur le droit international humanitaire. Mais ils ont laissé commettre ces cas-là, ces cas d'exécution, de massacre pratiquement. Donc, ils sont connus.
et on devra les punir. Merci, parfait Moukoko. Les crimes de guerre sont imprescriptibles. Chacun devra répondre devant les tribunaux un jour, quel que soit le temps. En tout cas, grand merci d'avoir été avec nous sur R7. Je rappelle que vous êtes consultant indépendant, journaliste, président de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, OCDH. Encore merci de votre disponibilité. Merci, merci. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo après avoir massivement partagé ce numéro et dites-nous en commentaire ce que vous en savez. Nous attendons aussi à certains témoignages, pourquoi pas, pour ceux qui connaissent cette affaire. Ça nous ferait des informations de plus pour préparer, aider nos ONG à préparer ces dossiers. Et donc, quand j'ai dit ça, c'est la fin. On se retrouve très prochainement. Merci.